Bienvenue si vous nous rejoignez sur Dakar TV International. Au sommaire de ce 20h, Barthélémy Diaz, candidat à la mairie de Dakar, c'est désormais officiel. Toutefois, le maire de Mermoz-Sacré-Cœur a-t-il de réelles chances dans les élections locales prochaines? Élément de réponse dans ce 20h. 39 millions d'Africains pourraient tomber dans l'extrême pauvreté en cette année 2021 selon la Banque africaine de développement. La Covid-19 serait passée par là. Ben Diakhaté nous en dira plus dans cette édition. Le conflit israélo-palestinien ne peut être résolu que si les États-Unis en font une priorité. C'est du moins l'avis de Pierre Berthelot, chercheur associé à l'IPSE. Nous serons avec lui sur sa réaction. Mairie de Dakar, nous ouvrons avec Barthélémy Diaz qui déclare officiellement sa candidature. Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur a-t-il de réelles chances dans les élections locales qui se profilent à l'horizon? L'analyste politique Abdoulaye Mbow répond par l'affirmative et voici ses explications recueillies par Ibrahima Massali. Je crois bien que Barthélémy Diaz a toutes les chances et par rapport à la ville de Dakar, compte tenu de sa posture, compte tenu de son long compagnonnage aux côtés de M. Khalifa Sall, qui a eu à gagner la ville de Dakar en 2009, mais également en 2014. Il faut rappeler que M. Khalifa Sall ne sera pas candidat, lui-même l'a déjà dit. Donc que Barthélémy Diaz soit candidat à la ville de Dakar, je crois bien qu'il a toutes les chances de pouvoir bénéficier justement du vote justement des Dakarois, qui en tout cas, l'avait promu maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, malgré qu'il ait eu à faire face à plusieurs tenants de l'appel pour ne pas dire de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est une figure connue à Dakar, une figure en tout cas qui marque les esprits au niveau de l'environnement politique, mais également du champ dakarois. C'est pour dire que sa candidature peut être une bonne aubaine justement pour les Dakarois et il a toutes les chances de pouvoir remporter justement ces élections au niveau de Dakar. Parlons à présent de cette guéguerre entre les responsables de la coalition à Benno Bokk Yakaar qui se poursuit à travers leur mouvement de jeunes. À Touba, par exemple, des jeunes de la mouvance présidentielle en sont venus au Mans lors d'une rencontre qui pourtant avait comme but d'apaiser les tensions. Les détails avec Khady Diouf Ciss. Les membres de la mouvance présidentielle continuent de se déchirer. Les jeunes de la coalition de Benno Bokk Yakaar de Touba s'en sont venus aux mains. C'était lors d'une réunion organisée par le maire Abdoulaye Hadka. Selon l'observateur, des blessés ont été enregistrés dans le camp de jeunes de Rewmi fidèles à Mohamed Cissé et de l'autre camp constitué de jeunes hostiles à la tenue du forum piloté par Mafari Ndiaye. Le maire de Touba Mosquée, qui avait autorisé la tenue du forum prévu le 15 juin prochain, a voulu mener la médiation. Malheureusement, la rencontre s'est terminée en décompte de blessés. La guerre entre responsables politiques de la mouvance présidentielle s'accentue vu les enjeux du champ politique. La coalition Benno Bokk Yakaar s'est illustrée depuis quelques mois par des batailles rangées. Alors, le Sénégal est-il sur le point de devenir une plaque tournante du trafic de drogue? Tout porte à le croire. En tout cas, une nouvelle saisie a été effectuée au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne par la cellule aéroportuaire anti-trafic. Un individu a été interpellé avec 41 boulettes de cocaïne. C'est un récit signé Kumbaka. Mais la presse sénégalaise n'avait été aussi alarmante dans la dénonciation de l'ampleur du trafic de drogue dans le pays. Les saisies se multiplient depuis le début de l'année dans le port autonome de Dakar et dans certaines contrées du Sénégal. Pas plus tard que dimanche dernier, la douane sénégalaise a saisi 41 boulettes de cocaïne à l'AIBD. La saisie des 500 grammes, estimée à 45 millions de francs CFA, a été faite sur une mule de nationalité capverdienne. La dernière saisie, record, pose la problématique de la sécurité et de la sûreté au port autonome de Dakar et à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Le trafic de drogue est devenu récurrent ces dernières années et les statistiques des saisies le prouvent nettement. C'est comme si le Sénégal serait devenu une véritable plaque tournante du trafic de drogue en Afrique. En tout cas, c'est ce que révèle l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
Il estime d'ailleurs que le Sénégal, à l'image des autres pays de la région ouest africaine, est durablement touché par toutes les drogues. Malgré le renforcement du contrôle et de la surveillance, le trafic de drogue bat son plein. Autant les autorités sénégalaises font face à ce trafic de drogue, autant une farouche bataille continue d'être menée contre la Covid-19. D'ailleurs, pour aujourd'hui, un nouveau cas de décès a été signalé ce mardi 18 mai sur les 863 tests réalisés. 24 sont revenus positifs au coronavirus. Il s'agit de 9 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. 15 cas sont issus de la transmission communautaire. 17 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 9 cas graves sont suivis par les services de réanimation. Parlons à présent agriculture. 12 milliards de nos francs ont été débloqués par l'État du Sénégal en faveur de l'exploitation et de l'exportation de l'anacarde l'année dernière. Le point de cette précédente campagne agricole a fait l'objet d'un CRD dans la capitale du Sud. Les détails avec Adamo John. Depuis sa mise en place il y a 3 ans, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes DER/FJ a accompagné la campagne de la commercialisation de l'anacarde. La particularité de cette année, c'est que la DER a accompagné la chaîne de valeur. L'implication de cette dernière a été déterminante pour la réussite de la campagne 2020 dans les régions de Fatick, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. La capitale du Sud a réuni la ministre du Commerce et le délégué de la DER pour faire le point de la précédente campagne. Ainsi, dans un contexte de repli des acteurs étrangers qui intervenaient dans la filière en raison de la pandémie, la DER avait mis à la disposition des jeunes et des femmes de ces régions une ligne de financement de 12 milliards pour favoriser la transformation et l'exploitation de l'anacarde. Merci à vous, Adama Dione. Après l'agriculture, nous passons à la culture. Ce 18 mai est célébrée la journée internationale des musées. Une occasion pour la rédaction de faire le point sur les différents musées du Sénégal et les difficultés dont ils font face en cette période de pandémie. C'est un travail de Nancy Diouf. Une quinzaine de musées au Sénégal répartis dans les différentes régions du pays. De Dakar à Ziguinchor, en passant par Gorée, les îles du Saloum et Tambacounda. Ces musées, fermés auparavant en raison de la pandémie à la Covid-19, ont à nouveau rouvert leurs portes au grand public. Ce mardi est la journée internationale des musées, occasion de faire le point sur leur situation en ces temps de crise sanitaire. Un simple constat permet de voir que les activités des musées ont fait les frais de l'absence des touristes étrangers, lesquels constituent le plus grand nombre de visiteurs de ces lieux devenus déserts depuis le début de la pandémie. En effet, la plupart des musées sont absents des réseaux sociaux, ce qui pose la question d'adoption des nouveaux moyens pour faire connaître les différentes collections de musées et autres activités culturelles. Cependant, on peut constater que la jeunesse sénégalaise semble ne pas s'intéresser au musée car de par les sorties scolaires, il est très rare de voir un groupe de jeunes se rendre de son propre gré au musée. Au Sénégal, le dernier à être inauguré est celui des civilisations noires. Ce musée moderne, d'une superficie totale de 15 000 m² sur 4 niveaux, dont près de 5 000 m² de surface d'exposition, est consacré aux civilisations africaines, un lieu de rencontre et de dialogue entre les cultures. Un récit signé Nancy Diouf. Et puis parlons de l'actualité hors de nos frontières. 39 millions d'Africains pourraient tomber dans l'extrême pauvreté durant cette année 2021. L'annonce est faite par la Banque africaine de développement, d'où l'importance du sommet sur le financement des économies africaines qui se tient présentement à Paris. Une quinzaine de chefs d'État africains ainsi que des dirigeants européens se penchent sur les voies et moyens de relancer l'économie africaine. Les détails avec Mben Diakhaté.
du sommet sur le financement des économies africaines a germé à l'automne 2020 quand le Fonds monétaire international a estimé que le continent risquait de se heurter à un déficit de financement de 290 milliards de dollars d'ici 2023. En effet, la croissance du continent a connu sa première récession en un demi-siècle l'an passé à cause de la pandémie et devrait rebondir de 3,4% en 2021 et de 4% en 2022. Et un moratoire mis en place dès avril 2020 a permis de donner un peu d'air aux pays africains les plus endettés. Mais cela ne suffira pas. Selon la Banque africaine de développement, les dettes publiques explosent sur le continent comme la pauvreté. En 2021, 39 millions d'Africains pourraient tomber dans l'extrême pauvreté, la crise sanitaire ayant touché le monde entier et particulièrement l'Afrique. Le continent a enregistré en 25 ans sa première récession et un recul du produit intérieur brut de 2,1%. Ce sommet vise à mobiliser des initiatives et mécanismes innovants en soutien aux efforts de relance des économies africaines dans le contexte de la crise engendrée par la pandémie à Covid-19. Plusieurs sujets y seront abordés, dont la dette, l'allocation de droits de tirage spéciaux, les partenariats publics-privés, le financement des infrastructures et d'autres secteurs clés de l'économie. Mben Diakhaté, parlons d'un pays africain, il s'agit du Tchad. L'opposition sénégalaise n'est pas restée aphone face aux attaques israélo-palestiniennes contre le peuple palestinien. Quelques leaders de cette opposition demandent à la communauté internationale de trouver une solution à cette crise dans les plus brefs délais. Oumar Diop nous en dit plus. La position tranchée du président Macky Sall sur la crise israélo-palestinienne, l'opposition sénégalaise entre en jeu. Des leaders des partis politiques condamnent fermement les attaques contre le peuple palestinien. Dr Babacar Diop et ses collègues, au-delà de militer en faveur du peuple palestinien, se disent préoccupés par le nombre croissant de victimes civiles. Un dernier bilan fait état de 131 morts et quelques 900 blessés. Voilà pourquoi le leader de FDS, les Guelwaars, déplore ce lourd bilan. Car, selon Babacar Diop, l'armée israélienne tire sur les civils et un tel fait a causé la mort de 31 enfants depuis le début des hostilités. Pour ce leader, la communauté internationale doit, dans les plus brefs délais, demander un cessez-le-feu et qu'une solution soit préconisée au grand bonheur du Proche-Orient. Pour le moment, la situation reste tendue, malgré l'appel de l'Organisation des Nations Unies à l'arrêt des hostilités. Restons avec ce conflit israélo-palestinien qui ne pourrait jamais avoir une solution durable tant que les États-Unis, l'acteur le plus influent, n'en font pas une priorité. Telle est en tout cas la conviction de Pierre Berthelot. Il est chercheur associé à l'IPSE. Ses propos sont recueillis par Ahmad Hissène. On ne peut pas attendre aujourd'hui une véritable amélioration concernant le conflit israélo-palestinien, puisque l'acteur le plus influent et le plus important, qui sont les États-Unis, ne semble pas en faire une priorité. D'abord parce qu'il se concentre sur la question iranienne, en tout cas sur la question nucléaire, comme l'avait fait déjà le président Obama. Et ensuite, on sait qu'au Congrès, donc c'est-à-dire au Parlement américain, les partisans d'Israël sont pour le moment plus nombreux et que la politique étrangère américaine n'est pas déterminée uniquement par le président des États-Unis, mais également par le Congrès et notamment par le Sénat, donc qui a une influence considérable dans ce domaine. Donc on ne peut pas véritablement attendre de solution à court terme, puisqu'il est peu probable qu'il y ait un bouleversement important, même si Joe Biden a prouvé qu'il était aussi l'homme qui pouvait réserver des surprises, puisque personne n'aurait imaginé, il y a encore quelques mois, qu'il mette en place finalement un projet de relance qui s'inspire de l'aile située la plus à gauche peut-être de l'échiquier politique américain, en tout cas qui était revendiqué par ce courant. Donc, à moins d'une surprise sur ce plan-là, eh bien, la seule chose qui pourrait peut-être faire
modifier la donne à court terme, puisque je dis qu'à long terme ou à moyen terme, on peut imaginer que les États-Unis changent d'attitude, qu'ils reviennent à un isolationnisme traditionnel et que donc Israël bénéficie moins de la protection américaine. Donc si la situation s'éternise et que le nombre de victimes civiles palestiniennes continue à augmenter, alors il n'est pas impossible que peut-être à ce moment-là, ils reviennent sur leur position, en tout cas qu'il y ait un arrêt de cette reconnaissance, un moratoire, une rupture provisoire, et à ce moment-là, peut-être que ça pourrait faire changer la donne et amener Israël à chercher une solution. Nous vous l'annoncions tantôt, l'actualité internationale nous mène également au Tchad où le Conseil militaire de la transition a échappé aux sanctions de l'Union africaine. Au Niger, les attaques djihadistes se succèdent et occasionnent des milliers de déplacés avant donc de boucler avec la Biélorussie où des médias ont subi une série de perquisitions ce mardi. Voyons tout cela avec Henri Sen. L'examen de la situation tchadienne a pris plus de temps que prévu, mais le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a finalement décidé le 14 mai de ne pas prononcer de sanctions à l'encontre de N'Djamena et des nouvelles autorités dirigées par le général Mohamed Idriss Déby. Depuis l'instauration de la transition militaire à la suite du décès du président Idriss Déby, celle-ci était en effet menacée de suspension. Selon nos informations, le débat a fait rage au sein du CPS, les anglophones et les francophones, les premiers notamment les pays d'Afrique australe, Lesotho, Malawi, étaient favorables à des sanctions en application des textes de l'UA. Ils ont d'abord bénéficié d'un soutien tacite de l'Algérie, représentant de l'Afrique du Nord aux côtés de l'Égypte. Mais les francophones d'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Bénin et d'Afrique centrale, notamment Burundi, ont plaidé pour la clémence. Le CMT reste toutefois sous surveillance. Au Niger, plus de 10 000 personnes ont fui leur village dans l'ouest du pays, raison d'attaques djihadistes répétées, ont indiqué le lundi 17 mai les Nations Unies et les autorités locales. Les déplacés ont trouvé refuge dans la ville de Tillabéri, la capitale régionale dans la localité de Namari-Kougou et la commune rurale de Sarkwara. Cette ville de Tillabéri, située dans la zone dite des trois frontières entre Niger, Mali et Burkina Faso, est régulièrement frappée par les groupes djihadistes filiés à ou à l'État islamique. Ce déplacement massif de population a été déclenché par les attaques récurrentes entre les civils, selon OCHA, citant assassinats, vols, extorsion de biens et vols de bétail perpétrés par les éléments présumés de groupes armés non étatiques opérant le long de la frontière avec le Mali. En Biélorussie, le médium Toutbaï et les domiciles de plusieurs de ses journalistes ont subi une série de perquisitions ce mardi. En pleine vague de répression après un mouvement de contestation sans précédent en 2020, le président biélorusse Alexandre Loukachenko, confronté à un vaste mouvement de contestation contre sa réélection jugée frauduleuse en août 2020, a orchestré une campagne de répression contre l'opposition et les médias indépendants du pays. La plupart des journalistes travaillant pour les médias étrangers se sont vus retirer leurs accréditations, leur privant aussi de facto de la possibilité de travailler légalement. Les autorités biélorusses ont interdit la diffusion dans le pays de la chaîne télévisée européenne Euronews, une mesure de censure selon les voix critiques du régime. Pour ce tour d'actualité. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'est la fin de ce 20h. Merci à Oumar Apomendi pour la réalisation de cette édition. Merci à toute l'équipe technique. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. Excellente suite des programmes et très bonne soirée à toutes et à tous.